Bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous avec l'information. Voici les titres. Des rames climatisées et ventilées pour le petit train bleu. Le matériel a été réceptionné ce matin par le chef de l'État. Présidentielle 2012, 14 candidats sur le départ. Le Conseil constitutionnel a définitivement tranché. Coup de projecteur sur les préparatifs du Mawloud, dossier spécial de la rédaction. Et enfin, lundi sport, écho de la CAN avec en ligne de mire l'élimination de nos Lions tout à l'heure en fin de journal avec Abdoulaye Fofanasek. Un bleu se dote de rames climatisées, des acquisitions obtenues grâce à la coopération avec l'Inde. Les nouvelles rames, 2 climatisées et 2 ventilées, ont été inaugurées ce matin par le chef de l'État. C'était à la gare de Dakar. Reportage à la Cissé. En procédant à l'inauguration des nouvelles rames du petit train de banlieue, le PTB, le chef d'État renforce sa ferme volonté de doter le secteur ferroviaire d'outils modernes. Ces 4 rames, 2 climatisées et 2 ventilées, font la fierté du président de la République qui se félicite de ces acquisitions pour le PTB. Nous avons des wagons climatisés qui sont très beaux. Comme vous pouvez le remarquer, le train roule avec une stabilité extraordinaire. Donc, c'est pour la perfection. Je suis heureux que nous ayons réalisé cette étape dans l'évolution de la dotation du Sénégal en chemin de fer de plus en plus moderne. En tout cas, aujourd'hui, je suis très content d'inaugurer ces wagons grâce à la ténacité de la ministre qui suit de façon parfaite mes instructions et qui a donc réussi à mettre en place ce chemin de fer. Je voulais l'encourager pour entamer notre projet et le réaliser avec la même passion que le chemin de fer. D'un montant de 7 milliards de francs CFA, la ligne de crédit de l'Inde qui a permis ces acquisitions entre dans le cadre de la coopération sénégalo-indienne, un acte qui consolide le partenariat entre les deux pays. Dorénavant, pour chacune des rames, il y a 2 locomotives de part et d'autre et nous n'avons plus besoin de faire des manœuvres pour prendre le sens de la marche. C'est en ce sens que les rames sont réversibles. Ces rames ont 2 voitures qui sont avec les locomotives, qui sont des voitures de première classe climatisées, qui comptent 38 places chacune. Les 2 autres rames sont simplement ventilées et elles ont chacune 82 places. Le projet a été financé en rapport avec la coopération indienne pour un montant d'environ 7 milliards de francs CFA. Je voudrais, avant d'aller plus loin, remercier le gouvernement indien pour sa sollicitude constante vis-à-vis du Sénégal. La coopération avec l'Inde embrasse tous les domaines et peut être citée comme une des coopérations les plus efficaces. Ce projet illustre ma volonté de doter le Sénégal d'infrastructures de qualité dans le domaine des routes, dans le domaine aérien, dans le domaine du transport ferroviaire. Le chemin de fer que nous avons aujourd'hui a été conçu par les Français, si je me souviens bien, en 1886, dans cette période-là à peu près. Et on l'appelait le Dakar-Niger parce qu'il devait aller jusqu'au Niger. Il n'a jamais été au Niger. Il se termine à Bamako-Koulikoro. C'est un modèle qui a été inventé par les Anglais pour l'Inde. C'est l'écartement métrique, c'est-à-dire 1 mètre de largeur, à peu près. Et l'Inde a transporté ce modèle en Afrique du Sud. Locomotive et wagon. Et les Français achetaient donc les wagons à l'Afrique du Sud. C'est pourquoi il y a plusieurs années, je n'étais pas encore là où je suis, mais il y a plusieurs années,
le Sénégal a acheté des wagons d'occasion à l'Afrique du Sud. Moi, j'ai fait l'option de construire des chemins de fer modernes. Dans les chemins de fer, il y a 3 écartements. Il y a le petit chemin de fer, comme le petit train bleu. Il y a l'écartement du standard, qui est celui qui est utilisé dans toute l'Europe. Et il y a le grand écartement qui n'existe qu'aux États-Unis ou au Canada. Nous n'assurons pas à faire ça ici, au Sénégal. Parce que l'écartement standard, qui est à la base des infrastructures européennes, peut parfaitement servir à développer l'Afrique. C'est moins compliqué. Donc aujourd'hui, nous avons fait l'option de développer les chemins de fer. Ce chemin de fer a un caractère tout à fait exceptionnel parce qu'il relie la banlieue à la capitale. C'est pourquoi il fallait faire vite. On n'a pas besoin de choses extraordinaires. L'essentiel, c'est la rotation. L'essentiel aussi, c'est la commodité des voyageurs. C'est pourquoi j'ai prescrit, et cela a été fait, de mettre des compartiments climatisés. Des compartiments climatisés pour quelqu'un qui veut payer. Il doit pouvoir trouver cette prestation. Parce qu'il ne faut pas nous cantonner dans les niveaux les plus bas des prestations. Il faut viser le plus haut possible. Alors donc, ce petit train bleu, lancé aujourd'hui avec ses 4 wagons, est une illustration de ce que je veux faire au Sénégal en matière de chemin de fer. Le chef d'État qui a exhorté les travailleurs à bien s'occuper de ces outils a également souligné les projets du chemin de fer Dakar-Djibouti dans le cadre du NEPAD, le chemin de fer Kédougou-Sendou et le projet du chemin de fer Kaolack-Fatick-Mbour et Dakar. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa première décision sur les candidatures à la présidentielle du 26 février prochain. Ils seront 14 à briguer le suffrage des Sénégalais. La candidature du président Wade, contestée par l'opposition, a été validée. Celle de Youssou Ndour, Keba Kende et Abdourahmane Sarr, rejetée. Explication Moussa Mané. Il y a quelques jours, cette liste était provisoire, maintenant elle est officielle. Ils sont 14 en course pour le fauteuil présidentiel du 26 février 2012. Moustapha Niasse, Macky Sall, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade, Modjien, Cheikh Tidiane Gadio, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, Doudou Ndoye, Djibril Ngom, Ibrahima Fall, Ousmane Tanor Dieng, Djouma Diakhaté, Amsatou Sow Sidibé, Oumar Khassim Moudia. Malgré les recours de certains leaders de partis ou coalitions sur l'irrecevabilité de la candidature de Maître Wade, la violation de l'article 27 et 104 de la Constitution, la non-rétroactivité de la loi, le Conseil déclare non fondées les requêtes susvisées. De même aussi, la requête présentée pour l'annulation des candidatures de Idrissa Seck, Macky Sall et Cheikh Tidiane Gadio, soi-disant qu'ils ne payent pas d'impôts. Autre fait majeur, les candidatures de Youssou Ndour, Keba Kende et Abdourahmane Sarr sont une fois de plus rejetées. Le Conseil constitutionnel invoque les mêmes arguments, c'est-à-dire non conformes aux exigences de l'article 29 de la Constitution, 116 du Code électoral relatif au nombre de signatures requises à cet effet. Une véritable déception pour les représentants de Keba Kende et de Youssou Ndour. Tout comme les journalistes, ils ont tenu à passer l'information à leur leader. L'attente aura duré donc 14 heures. Déjà à 10 heures, c'est le ballet des membres du Conseil constitutionnel qui commence. Ensuite, les journalistes font leur apparition petit à petit. Et toujours dans l'attente, l'on prend le temps de bavarder sur l'actualité du jour. Il a fallu donc attendre minuit pour voir la première alerte, et c'est la bonne. Les caméramans relégués au second plan, les journalistes sont les premiers à accéder à la liste définitivement retenue pour la présidentielle du 26 février 2012. Le scrutin, c'est dans moins d'un mois et la CEDA se prépare. La Commission électorale nationale autonome renforce la capacité de ses représentants. Objectif, leur permettre de se familiariser avec le nouveau code électoral. Bachir Ba. Ils tiennent certes dans une salle, mais ils viennent de différentes localités du Sénégal. Ils, ce sont les représentants de la Sénat et des CEDA. La Commission électorale nationale autonome cherche à habituer ses représentants aux nouvelles dispositions du nouveau code électoral.
ces nouvelles dispositions devaient être portées à la connaissance de l'ensemble des membres de la Sénat et de l'ensemble des démembrements de la Sénat, à savoir ceux qui représentent la Sénat au sein des commissions électorales départementales autonomes, à savoir les 45 départements du pays dans lesquels notre organisation, à savoir la Sénat, est représentée. La Sénat est une structure autonome. Elle veille, contrôle et supervise l'ensemble des consultations référendaires et électorales. Pour bien mener sa mission, les membres de cette Sénat doivent être outillés. Ils ont 2 jours pour se familiariser avec les nouvelles règles adoptées et acceptées par les différents acteurs du processus. L'ensemble de la classe politique, la société civile, le ministère chargé des élections, le comité national de régulation de l'audiovisuel, la Sénat qui était le vice-président de ce comité technique pour la revue du code électoral, ainsi que les magistrats. Le PNUD, impliqué dans des actions de bonne gouvernance et l'organisation d'élections, a accepté d'accompagner et d'appuyer cette initiative. Et nous souhaitons que les élections passer d'une manière bien apaisée, transparente et bien démocratique. Alors, quand on a reçu la requête du Sénat pour appuyer la vulgarisation de la loi électorale et aussi former les membres du Sénat, CRA et CEDA, on a dit c'était facile. On a dit bien sûr, on est là pour appuyer le Sénat et espérons que les élections passeraient d'une manière bien apaisée, en sérénité et dans la paix. L'élection présidentielle du 26 février est un test majeur pour la Sénat, diront les intervenants. La commission doit prouver sa capacité à être le garant d'un processus transparent, ce qui passe nécessairement par une mise à niveau de ses différents représentants. Appel au calme, à la sérénité, à la responsabilité des uns et des autres, ce sont les propos tenus par le porte-parole du chef de l'État, Serigne Mbacké Ndiaye, était face à la presse cet après-midi. Il a également déploré la violence constatée ces derniers jours dans le pays, ceci au lendemain de la publication définitive par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Serigne Mbacké Ndiaye est au micro de Pendambo. Il y a eu des manifestations pacifiques comme des manifestations malheureusement qui ont eu à dégénérer. Nous le regrettons et c'est l'occasion pour nous d'ailleurs de nous incliner devant la mort de certains de nos compatriotes, que ce soit des policiers ou des civils, et de présenter nos condoléances à ces familles-là. C'est l'occasion également pour nous d'appeler les uns et les autres à la sérénité et de renforcer notre cohésion nationale. Nous pensons, et c'est même une certitude, que l'État, et nous l'avons dit et répété, s'est donné les moyens de faire régner l'ordre et la discipline dans notre pays. Nous pensons que le lendemain meilleur, c'est des élections transparentes. À mon avis, c'est ça le véritable combat. Au moment où d'autres pays de grande puissance étaient incapables d'organiser des élections transparentes, le Sénégal a connu une alternance démocratique en 2000, a connu une élection transparente en 2007 et le monde entier avait salué ces performances réussies par notre pays. Le Sénégal est un État souverain, indépendant, qui s'est doté de structures, d'institutions. Nous sommes dans le cadre d'une république où les institutions de la république fonctionnent correctement. Nous avons une nation, nous avons une démocratie. Donc nous n'avons pas à souffrir d'un quelconque complexe devant qui que ce soit. Voilà, je me réjouis. J'ai suivi hier jusque tard dans la soirée des interventions d'hommes politiques qui ont eu à s'exprimer au niveau de certaines radios. Et j'ai pu noter quand même des prises de position, même si c'est des Sénégalais, c'est des hommes politiques qui sont farouchement opposés à la candidature d'Abdoulaye Wade. Certains d'entre eux, en tout cas, ont eu à tenir des propos très responsables, demandant aux uns et aux autres de garder le calme et de dire que notre objectif, c'est pas de jeter le chaos dans notre pays. Je pense que ça, ce n'est dans l'intérêt de personne. Serigne Mbacké Ndiaye, porte-parole du chef de l'État.
Les journalistes pourront voter dans la localité où ils seront en mission. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 26 février 2012, la direction de la communication informe que les journalistes et techniciens en mission de reportage le jour du scrutin peuvent voter dans la circonscription où ils sont affectés. À cet effet, les responsables des médias doivent, dans les plus brefs délais, faire parvenir à la direction de la communication, au 58 boulevard de la République, 5e étage, la liste dûment signée de tous les journalistes et techniciens concernés, avec la photocopie recto verso de leur carte d'électeur pour disposer de l'ordre de mission qui leur permettra d'accomplir leur devoir citoyen dans la localité choisie. Par ailleurs, une carte spéciale, une carte de presse, élection présidentielle 2012, sera établie pour les journalistes devant couvrir le scrutin. Pour la presse nationale, les responsables des médias doivent envoyer à la direction de la communication 2 photos d'identité pour chaque journaliste. Pour la presse étrangère, la photocopie du passeport, l'ordre de mission et 2 photos d'identité sont nécessaires. Contact 33 889 76 70, 33 889 76 08 et 77 513 69 69. Un autre communiqué relatif aux opérations de sécurisation en zone militaire numéro 5 dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens à l'intérieur du territoire national. Les armées ont entrepris depuis 2 semaines une opération de ratissage dans la région de Ziguinchor, dans le département de Bignona, au nord Xinjiang. En leur infligeant des pertes sévères au cours de la conquête des bases de Wel-Kalir et de Wel-Mandouar, les armées maintiennent une forte pression sur les bandes armées qui se replient en désordre vers le nord. À ce jour, il est déploré sur nos rangs 3 morts et 5 blessés. Les armées poursuivent l'opération de contrôle de zone avec abnégation et détermination. Ainsi, le commandement de la zone militaire numéro 5 invite les rédactions qu'il désire à prendre contact avec le commandant Saliou Ngom au numéro de téléphone suivant à 77 333 02 00. La cérémonie de lancement de l'intégration des réseaux du projet coréen s'est tenue à Dakar. Le projet est financé par la Corée du Sud. L'agence de l'informatique de l'État demande à son partenaire de l'aide et à la maintenance des locaux et à l'extension du projet. Diana Wadia. Le déploiement de 35 réseaux WiMAX dans les capitales régionales favorise le développement de l'intranet administratif. Le projet a permis le câblage de 330 bâtiments de l'administration, l'équipement Internet de 665 sites. Tout cela vise à faciliter le travail. C'est un réseau d'intégration WiMAX, ce qu'on appelle un réseau à large bande, qui permettrait à l'administration d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus performante et en toute sécurité. Toutes les régions du Sénégal ont des antennes, excepté les nouvelles. Le projet de modernisation de l'administration est financé par la République coréenne. Cet accord a été conclu dans le cadre du crédit accordé par le Fonds de coopération de développement économique de la Corée pour financer le projet d'infrastructure de réseau et de matériel informatique du gouvernement du Sénégal d'un montant de 25 millions de dollars américains. L'agence de l'informatique de l'État a monté donc le projet avec l'appui du consortium Samsung. Le gouvernement a apprécié la coopération à sa juste valeur. Depuis le 30 juillet 2008, date officielle du lancement du projet, les équipes d'experts et de techniciens de nos 2 pays, plus précisément ceux du consortium Taihan Samsung Electric, d'une part, et ceux de l'ADIE, d'autre part, se sont mobilisés sans relâche dans un bel élan de solidarité et d'esprit de collaboration, main dans la main pour conduire la mise en œuvre du projet. Les partenaires sont invités à maintenir le cap. Ils doivent ainsi renforcer les ressources humaines et techniques et ils doivent veiller à l'entretien des locaux mais également à l'extension du projet aux nouvelles régions.
C'est maintenant effectif. L'usine Domitexka Saloum a repris ses activités de production pour montrer les premiers tissus, les premières pièces de tissu. La presse a été invitée à une visite guidée au cœur de ce fleuron réalisé par l'homme d'affaires sénégalais Serigne Mboup. Reportage Amadou Aramtiam. Des rouleaux de tissu qui sortent allègrement de l'impression, l'usine textile de Kahone reprend sûrement sa production. Né des cendres de la Sotexka, Domitexka expose, 2 mois après la reprise de ses activités, ses premières pièces. Domitexka est une entité qui a nécessité un investissement de plus de 500 millions de francs CFA. Et dans le cadre de la relance des activités, actuellement, nous faisons tourner le département Fancy qui, juste de par sa fonction, emploie actuellement plus de 90 personnes pour une production de 500 000 mètres mensuels. Nous ne remercierons jamais assez, Monsieur le Président du groupe CCBM, pour son dynamisme, sa volonté et sa vision globale pour la reprise des activités industrielles. De l'échantillonnage à la caustification, en passant par la chaudière et le flambage, ou encore du blanchissement à la finition, la visite guidée dans les différents ateliers renseigne à suer sur l'engagement de ces travailleurs. Malgré l'existence de problèmes sociaux, l'autorité reste convaincue que le développement de la région peut être boosté grâce à la relance de la filière textile. Aujourd'hui, je reste convaincu que ce rôle industrie sera un générateur de milliers d'emplois et permettra à la commune de Kahone d'être la locomotive du développement économique de la région. En tant que Premier ministre, il attache beaucoup d'importance aux investissements dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social. Les populations réunies autour du baobab séculaire ont béni cette usine, un important fleuron pour réaliser le développement économique et social du Saloum. L'impact de la finance islamique sur l'économie, c'est le thème de la réunion présidée par le ministre des Finances. Plusieurs experts et islamologues y ont pris part. C'est une synthèse de Claire Diop. Autour de cette table, le ministre d'État, ministre des Finances, des islamologues et des experts en finance, au cœur des échanges, l'impact de la finance islamique sur l'économie de nos pays. C'est une très bonne chose. Je souhaite que cette sorte de consultation continue à ce niveau. Je crois que on verra vraiment les résultats dans ce domaine-là bientôt. Le monde a connu récemment une crise financière. Les impacts sont considérables dans de nombreux pays. Seules les banques islamiques y ont échappé. Si on adoptait cette méthode dans les autres secteurs, dans ce secteur surtout secteur islamique, on aura évité certains problèmes, certaines crises peut-être au niveau international. Dans ses principes et fondements, la finance islamique tire ses sources de la charia. Ce type de financement est basé sur 2 principes, l'interdiction de l'intérêt et la responsabilité sociale de l'investissement. Le Sénégal est désormais en phase avec la Commission économique des Nations Unies dans la gestion des données géographiques. En partenariat avec le Canada, notre pays a entamé la mise en œuvre effective de son plan national de géomatique qui vise une bonne utilisation des données. Reportage Lamine Touré. La gestion efficiente de l'information géographique dans le processus de développement de notre pays est plus que nécessaire. Le Sénégal, suivant les recommandations de la Commission économique des Nations Unies, est à pied d'œuvre dans la mise en place des stratégies nationales dans ce domaine. Aujourd'hui, nous en sommes à la phase de formation, qui est une activité non moins importante, parce qu'il faut partager l'information sur le concept de géomatique. On a vraiment un outil puissant dont l'utilisation peut apporter une puissance de réponse et d'analyse spatiale dans la gestion de l'information des territoires pour prendre en charge les questions de développement. La maîtrise parfaite des données géographiques sur l'ensemble du territoire et du domaine de la géomatique. Elle suppose ainsi une harmonisation de ces informations pour assurer un meilleur rendement dans l'élan de développement enclenché par les autorités politiques. Imaginez que sur un territoire donné, que
des acteurs interviennent pour produire de l'information et que ces informations ne peuvent pas être superposées. Et pourtant, ces informations se rapportent au même territoire. Pourquoi? Parce que le même référentiel n'a pas été utilisé. La prise en charge, ne serait-ce que de cette dimension-là, apporte beaucoup de valeur ajoutée pour un pays en développement. Le Canada s'est déjà engagé aux côtés du Sénégal pour assurer un plan national de géomatique. On est ici vraiment pour appuyer le Sénégal dans son effort de mieux utiliser la géomatique. C'est un projet qui se déroule sur 4 ans. Le volet formation axé sur la sensibilisation des acteurs sénégalais a commencé. L'objectif visé est d'avoir des formateurs nationaux qui vont à leur tour former d'autres acteurs dans les régions. Les femmes et la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO, état des lieux, défis et perspectives, c'est le thème de l'atelier de lancement du projet La dimension genre dans la libre circulation des personnes, des biens et du droit d'établissement. Ce projet est initié par le Fonds CEDEAO Espagne pour la migration et le développement. Il a pour objectif d'impliquer la société civile de la CEDEAO dans l'application du protocole sur la libre circulation des biens, des personnes et des services. Louise Bidza. La plupart des États membres font la discrimination entre leurs ressortissants et ceux des autres États de la CEDEAO au niveau des frontières. Des pratiques humiliantes, des expulsions massives sont toujours d'actualité, et ce malgré la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur les migrations internationales et le développement. C'est dans ce contexte que se situe le projet La dimension genre dans la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Le programme est composé de 4 étapes majeures. La première, c'est le lancement. Le fait au moins de communiquer sur l'existence de ce programme est extrêmement important, parce qu'en réalité, c'est ça aussi notre rôle, de vulgariser certaines choses qui méritent de l'être. On ne pouvait pas le faire avant maintenant, mais nous pensons qu'après 2 programmes, nous pouvons maintenant, de manière tout à fait avertie, donner des étapes concernant le déplacement des populations, surtout féminines, qui ne sont pas instruites, comme vous le savez, et qui ont besoin de profiter aussi des avantages qu'offre ce traité de 1975. En effet, les femmes brassent un volume important d'affaires qui permet de booster leur capital et de surtout lutter contre la pauvreté. Elles constituent plus de la moitié des vendeurs et acheteurs du commerce transfrontalier et sont soumises à des difficultés infernales telles que viol, raquettes de toute forme, chantage sexuel. L'objectif de cet atelier est d'éliminer les obstacles commerciaux illégaux qui entravent le potentiel d'entrepreneuriat des femmes. Comment sortir l'Afrique du sous-développement? La question est au menu des échanges de la famille omarienne lors de la Ziyara de feu Muntaga Daha-Tall de Louga. Les petits-fils de la Jumar venus de partout en Afrique ont participé à la réflexion. Parmi les recommandations, le retour au projet de société de la Jumar Foutiou Tall. Mamadou Sambambo. Le continent africain souffre de sa division. Le rapprochement entre les États, tributaires des relations entre les hommes qui les animent, se fait et se défait au gré des régimes. Au sein des instances, les positions sont souvent difficilement conciliables et aujourd'hui, l'Union africaine est sans président. La stabilité et le développement de l'Afrique en pâtissent, les peuples aussi. Des moments difficiles que d'illustres fils de l'Afrique avaient pourtant anticipés par des projets de société fédérateurs. Celui d'El Hadj Omar en est un. El Hadj Omar, c'est le panafricanisme avant l'heure. Il a fédéré des nations, des ethnies, des peuples autour d'un idéal qui était le sien, l'islam. Au regard du contexte de l'Afrique au sud du Sahara, surtout, cette vision est plus que d'actualité. Le spirituel qui en était le soubassement a sa place dans les relations entre les États. Je crois effectivement qu'il y a des éléments fédérateurs et intégrateurs qui dépassent l'économique, quelquefois qui dépassent même le social, mais qui sont dans la mystique. Et il faut une dimension pour pouvoir certainement cerner cet aspect ô combien fondamental. Conviction partagée par Muntaga Tall, homme politique malien, qui
qui regrette qu'un Africain soit considéré comme étranger juste parce qu'il a traversé une frontière. On pense que les femmes et les hommes politiques sont désincarnés. Non, ils ont une âme, ils ont un passé, ils ont un présent. Et c'est cela qui fait que les rapprochements des peuples, au-delà des frontières artificielles aujourd'hui qui existent, à ce que l'unité africaine qui commence par l'unité sous-régionale soit aujourd'hui une réalité. Et cette réalité, elle sera toujours adossée à des réalités sociologiques que nous évoquons ainsi. Ce partage d'idées entre petits-fils de Cheikh Omar Foutiyou Tall sur la paix et la stabilité en Afrique a été l'un des moments forts de la ziara de la famille omarienne dont le calife général Thierno Bassirou Tall vit ici, à Louga. Après le Soleil et le groupe Avenir Communication, c'est au tour du groupe Walfadjri de manifester sa solidarité au directeur général de la RTS, Babacar Diagne. Conduite par Abdourahmane Sarr, la délégation a déploré les attaques dont sont victimes les stations régionales de Kaolack et de Fatick. Walf appelle à plus de retenue et à sauvegarder les biens publics. Abdourahmane Sarr est au micro de Fatou Diouf. Nous sommes venus au nom de tout le personnel du groupe Walfadjri, au nom de aussi M. Sid Lamine Niasse, le président directeur général, qui est malheureusement absent du territoire national, pour présenter à tout le personnel de la RTS, et aussi à M. Babacar Diagne, le président directeur général, la compassion du personnel de Walfadjri, la compassion de la direction de Walfadjri, après les événements regrettables qui se sont passés à Kaolack et à Fatick. Nous avons estimé qu'il était de notre devoir de venir dire au personnel de la RTS Massa. C'est douloureux, c'est d'autant douloureux que ça touche des confrères. C'est d'autant douloureux que ça touche l'outil de travail de ses confrères. Donc c'est pourquoi nous sommes venus. C'est Sid Lamine Niasse qui nous a dit, malheureusement moi je me trouve hors du territoire national depuis samedi soir. Donc je vous demanderai de vous mettre en contact avec Babacar pour lui exprimer notre compassion, notre solidarité et prier pour que vraiment des événements aussi regrettables ne puissent plus se reproduire. Il nous appartient à nous tous. Et que s'il y a des incidents, s'il y a des dérapages, tout un chacun parmi nous pourrait en être la victime. Ça n'épargnera personne. Si le pays explose, ça n'épargnera personne. Donc je crois qu'il faut que les gens sachent raison garder. Nous sommes dans une période très sensible. Il faut que tout un chacun ait un certain sens de la retenue pour préserver la paix. Parce qu'on a vraiment besoin de cette paix pour développer ce pays. La délégation de Walf est conduite par notre collègue et ami Abdourahmane Kamara. Les violences continuent en Syrie. Cette semaine, plus de 500 personnes ont été tuées. Plusieurs localités situées dans la capitale sont en état de siège. Les hôpitaux manquent de tout. Pour Omar, aller à l'hôpital, c'est s'exposer à une mort certaine. Le régime de Bachar traque les blessés jusque dans les salles de soins pour les achever. Ce jeune étudiant d'Alep a été blessé chez lui, pas en manifestant. Un obus est tombé dans la maison. Je suis sorti pour comprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, un autre obus est tombé tout près de moi. Et c'est là où j'ai été blessé à la poitrine. Le père d'Omar soigne son fils comme il peut. Les rares médicaments coûtent cher. De temps en temps, un médecin passe le voir. Pourtant, Omar a besoin de soins lourds. Il a besoin d'être hospitalisé. Je suis en colère parce que j'ai dû le sauver de l'hôpital. Tout blessé et recherché par le régime. Quel crime il a commis, mon fils? On a fui l'hôpital très vite pour lui sauver la vie. L'hôpital est une cible. Il a été attaqué à 2 reprises par des obus. Nous décidons d'aller voir l'hôpital. Il faut faire vite pour ne pas se faire repérer. La porte cachée du docteur, elle est où? Notre accompagnateur est inquiet.
Il faut entrer vite. On est obligé de se cacher et de passer par la porte de derrière. Si on passe par la porte principale, ça risque d'éveiller les soupçons. Il y a des espions partout qui peuvent nous dénoncer. Le médecin qui nous reçoit prend des risques énormes. Il ne souhaite pas montrer son visage. Le médecin soigne ce blessé clandestinement. Cet homme a été touché par des éclats d'obus au bassin, juste en bas de chez lui. Dans 90% des cas, les blessés n'ont rien à voir avec la résistance, les manifestations ou les révolutionnaires. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont atteints par des obus alors qu'ils sont dans leur maison, leur voiture ou leur boutique. Pas de problème, j'assume mes responsabilités. Je suis médecin, je soigne les blessés, quelles que soient les conséquences. L'hôpital est pris régulièrement pour cible par les snipers. La fenêtre de la salle d'opération est murée. Ahmed est mort de ses blessures, faute de soins. Sa famille n'a pas pu le transférer dans un hôpital trop dangereux. Ils l'ont amené à la maison, on n'a pas pu le soigner. Il est mort. Je voulais sortir sous les tirs d'obus pour le secourir, mais on me disait que c'était impossible. Il n'y avait ni coton, ni seringue. Et si le régime trouve la moindre seringue chez nous, il nous accuse d'aider les terroristes. Ahmed a laissé derrière lui 2 enfants et un père meurtri. Je vais me recueillir sur la tombe de mon fils tous les jours. Je prie pour son âme au cimetière. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences dans le pays ont fait près de 7000 morts. Santé, l'ONG Medisol International a tenu l'édition 2012 de ses 72 heures de dépistage du cancer chez la femme. Pour l'occasion, un partenariat de 2 ans est signé avec la mairie de Dakar pour une meilleure prise en charge médicale des femmes atteintes du cancer du sein et du col de l'utérus. Claire Diop. En ce jour, la maladie continue encore de faire des ravages. 1700 à 2004 cancers chez la femme sont enregistrés chaque année au Sénégal. Medisol International s'est engagé pour mener le combat. Et il s'agit de faire un plaidoyer auprès des populations défavorisées, mais surtout auprès des décideurs. La mairie de Dakar donne déjà le ton. Nous nous sommes rendus compte au terme de 2 gestions que les demandes d'assistance provenant des femmes de Dakar concernaient généralement les cancers du sein et de l'utérus. Et nous nous sommes rendus compte que 350 millions dépensés annuellement risquaient de ne pas être efficaces ni pertinents si une action de prévention n'était pas menée. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mener, en accord avec Medisol Sénégal et Medisol International, des campagnes de dépistage et de prévention. Pour ces 72 heures de dépistage du cancer, Medisol a choisi les quartiers de Grand Yoff, de la Médina et des parcelles assainies. Au menu également des causeries pour combattre l'ignorance, la peur et la fatalité. Ce cancer, qui est le premier cancer chez la femme, qui fait énormément de ravages dans nos pays, et tout simplement parce que le réflexe de faire un dépistage, de faire une prévention n'était pas là. Donc je me réjouis de cette occasion qui nous est offerte pour avoir un partenaire comme la ville de Dakar et pouvoir enfin impulser ce réflexe aux populations et à nos prestataires de services. Je pense que c'est très important aujourd'hui parce que lutter contre ce cancer, nous pouvons arriver même à l'éradiquer pour ne pas être trop prétentieuse. Pendant 3 jours, près de 1000 femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit du cancer. Pour lutter contre la maladie, un geste simple, le dépistage régulier. Cela permet une détection précoce et rapide des cellules cancéreuses, mais aussi une prise en charge médicale adéquate. La Diamatou Ibadou Rahman vient de tenir son 10e congrès ordinaire. Serigne Babou est le nouvel amir de cette structure. Il compte renforcer et consolider la démarche sociale de Diamatou Ibadou Rahman durant son mandat de 5 ans. Ce congrès a vu la participation de plusieurs personnalités de la société civile et des partis politiques. Synthèse Ouretiam.
La salle de l'unité africaine du CICES a refusé du monde lors de ce 10e congrès de la Jamaat Ibad Rahman. Un congrès placé sous le thème de la spiritualité comme moyen pour relever les défis et bâtir un avenir prometteur pour tous. La Jamaat Ibad Rahman compte ainsi renforcer sa démarche spirituelle, sociale et éducative au service des populations sénégalaises. Le congrès compatit à la situation difficile que vit le monde rural et demande au gouvernement du Sénégal de prévoir des lignes de soudure et surtout de mettre en pratique une politique agricole efficiente. Invite l'État et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, à engager des discussions franches en vue de la résolution définitive du conflit. Propose la tenue des États généraux de l'éducation, gage du règlement définitif de la crise. Rappelle à l'État du Sénégal son devoir de protéger les citoyens, de garantir leur intégrité physique et d'appliquer la loi sur des personnes qui se seraient rendues coupables de certains forfaits. Salue la volonté affichée des candidats à l'élection présidentielle à bâtir un Sénégal émergent et les invite en cas de victoire au respect scrupuleux des engagements pris devant Dieu et le peuple. Incite les citoyens et les acteurs à faire preuve d'esprit civique qui constitue le socle de la stabilité et de la paix sociale. Le nouvel amir de la Jamaat Ibad Rahman, Serigne Babou, a décliné son plan d'action fondé sur la prédication, l'éducation et l'orientation. Ce 10e congrès s'est également prononcé sur la situation nationale en invitant les acteurs à plus de responsabilités et au respect de leurs différents engagements pris face aux populations et à Dieu. L'actualité du livre avant le sport, Diawaye Al-Mahani ou Perle d'essence, c'est un livre de chevet dans le domaine de l'éducation religieuse. L'auteur, le professeur Rawan Bay, y retrace l'itinéraire de Cheikh Ahmed Tidjani et la Tariqa. La cérémonie de dédicace a eu lieu à la librairie 80. Synthèse Abasso. 6 parties, 16 chapitres composent Jawahir Al-Mani ou Perle d'essence. Ce livre fondamental de la Tidjaniya est une esquisse de l'itinéraire du Cheikh et la doctrine de la Tariqa. Perle d'essence, c'est aussi la naissance, la formation, la méthode d'éducation spirituelle, la connaissance du Saint-Coran, la Sunna et la Charia du Fitre et ses prodiges. Bref, une référence dans l'éducation religieuse. Tous ceux qui se réclament de Tassaouf, en particulier les confréries religieuses, les confréries musulmanes, ici se retrouvent dans Jawahirul Mani. C'est un ouvrage de tout pour tous, un ouvrage de tout le Tassaouf. Toute la mystique musulmane se trouve dans Jawahirul Mani et il se trouve que toutes les confréries religieuses au Sénégal se retrouvent également dans Jawahirul Mani. Ce qui fait que c'est un facteur d'union des cœurs, un facteur de paix et d'union des cœurs des Sénégalais. Si on rappelle que El Hadji Omar Foutiyou Tall, qui fut pour ainsi dire le précurseur des musulmans confrériques ici au Sénégal, était Tidjane, Maba Diakhou Ba était Tidjane, Mamadou Lamine Dramé au Sénégal-Niger était un Tidjane, Cheikh Ahmadou Bamba a pratiqué le wird de Tidjane et dans son ouvrage il dit qu'il a 3 maîtres à penser et il cite Cheikh Ahmadou Tidjane Chérif parmi ces 3 maîtres à penser. Différentes personnalités religieuses et culturelles sont venues prendre part à cette cérémonie de dédicace du traducteur-éditeur qui n'est personne d'autre que le professeur Rawan Bay. Ce titulaire d'une thèse de doctorat d'État et lettres en histoire de la pensée veut partager ses connaissances religieuses avec le public. La publication est destinée au public. Si le public s'y retrouve, pour des raisons que je viens d'indiquer tout à l'heure, et que nous nous sommes efforcés de faire en sorte que l'ouvrage soit bien traduit, et nous avons mis également toutes les possibilités qui s'offrent aux chercheurs de faciliter l'accès à certaines idées contenues dans l'ouvrage en moindre temps, parce qu'il est assez volumineux, un ouvrage de 1600 pages. Il n'est pas facile de s'y retrouver facilement. C'est pourquoi nous avons créé des index, nous avons créé des sous-titres segmentant l'ouvrage, tous les passages, pour mieux leur donner des significations assez strictes pour permettre au lecteur de venir chercher ce qu'il cherche, ce qu'il veut, en un moindre temps.
moment ne pouvait être mieux choisi que cette veille de célébration du Mawlud qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour dédicacer Jawahir Al-Mani. Par la même occasion, d'autres livres ont été présentés au public qui a décerné une mention spéciale au professeur Rauhan Baye. Du football au menu du lundi sport, Abdoulaye Fofana Seck, bonsoir. Bonsoir Tidjane. Pour la CAN 2012, nos Lions ont aligné 3 défaites en autant de sorties. Oui, comme des ombres sur une aire de jeu, Tidjane, les Lions complètement empruntés ont été scotchés sur le quai du désespoir. Le Sénégal qui donc la compétition sans le moindre point encadrement joueur. Et autorités ont tenté d'expliquer cette déroute par Birembi Genyaï. Le coup de tonnerre au stade Doubata au coup de sifflet final. Le Sénégal perd 2-1 et s'enfonce. De la tristesse, de l'amertume, d'où la colère. Il y a une démission, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vu une équipe en jambes, on n'a pas vu une équipe impliquée. C'est vrai que encore une fois le but nous a fui, mais pourquoi cette nonchalance, pourquoi cette désinvolture, pourquoi je sais pas vraiment, il y a des comportements à revoir, c'est sûr. Tenter d'expliquer l'inexplicable, cette déroute, la désillusion, le fiasco de Bata, c'est pas possible. On est rentré dans une genre de torpeur, de facilité, de suffisance, et ça c'est inquiétant. C'est difficile de perdre 2 matchs dès le début, et après voilà, on sait déjà qu'on est éliminé, et on joue le dernier match, et après c'est vrai que dans la tête on est un peu moins quoi. On a voulu quand même montrer un autre visage ce soir, vous savez c'est pas évident, il y a l'adversaire qui a été bon, il faut le reconnaître. Et nous on a été un peu trop limité ce soir, on n'a pas su démontrer ce qu'on savait faire. Donc ça n'a pas payé, mais je reste quand même confiant et quand même confiant pour la suite des événements. Des joueurs sous le choc, une responsabilité partagée. L'autorité fédérale très amère veut très vite prendre des décisions. Maître Augustin Senghor parle de rupture. S'il faut prendre des décisions de rupture, on les prendra sans aucun état d'âme parce qu'à certains moments, on a besoin de rebooster la machine pour qu'elle puisse redémarrer. Sur ce qu'on a vu sur ces 3 matchs, je pense que autour du terrain, autour de l'environnement, je dirais mental, pas dans les conditions de préparation ou autre, parce que l'équipe actuellement a été mise dans de bonnes conditions de préparation, mais plutôt dans l'approche des matchs, dans l'esprit d'équipe, le mental qui avait fait la force de ce groupe-là pendant les différents matchs d'éliminatoire, on ne l'a pas senti dans cette CAN. Fini la CAN pour le Sénégal, les Lions rentrent bredouille avec le bonnet d'âne, 0 pointé, 3 matchs, 3 défaites. Le Sénégal est tombé bas. Après l'élimination des Lions, Amara Traoré a rencontré la presse. Je ne démissionnerai pas, c'est la décision du coach de nos Lions. Il ne démissionnera pas, c'est clair comme l'eau de roche. Après donc le 3e match des Lions contre la Libye, le sélectionneur national était face à la presse qui croyait à une démission de Amara Traoré, peuvent déchanter, nous l'écoutons. Un projet avec cette équipe-là il y a 2 ans, et cette équipe-là ne doit pas être subitement nulle, c'est impossible. Donc on a fait, jusqu'à le match qu'on a gagné, on a marqué des buts, c'est l'équipe qui faisait rêver toute l'Afrique. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis, vous savez, moi dans ma vie, et dans ma philosophie de coach, j'essaie de me convaincre moi-même, et de convaincre par rapport au terrain, parce que moi j'ai fait confiance au terrain, à part maintenant, c'est ce que le terrain donne, c'est ce que le terrain me donne que je prends. Maintenant, j'ai dit, c'est la ferme volonté de continuer. C'est pas maintenant que j'ai la très ferme volonté de continuer. Maintenant, c'est pas moi d'apprécier. Il y a des employeurs, et la seule chose que je demanderai, c'est à mon pays, et c'est qu'on analyse sereinement ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut redonner tout de suite le moral à ces jours-là, analyser, apprécier, corriger et continuer. Le match c'est 90 minutes, c'est des fois c'est des courses, c'est la fatigue nerveuse, vous savez quand on joue comme ça et que on se crée des occasions, on marque pas. Après moi je parlerai pas de fatigue, mais plus de fébrilité et de doute. Par moment, on est là, on est fébrile, on doute quoi. J'ai toujours refusé ce mot favori parce qu'on a voulu mettre l'habit de favori que j'ai refusé jusqu'au bout. Je savais pourquoi que j'ai refusé. Maintenant, comparé aux autres équipes qui sont là, moi j'ai toujours dit
que cette équipe, on ne pouvait pas être favori devant le Ghana et la Côte d'Ivoire. Si on vous y pousse? La question, moi je ne démissionnerai pas. C'est clair. Mais je ne démissionnerai pas. Mais je ne peux pas être plus clair que ça. Hein? C'est clair. Je ne démissionnerai pas. J'ai une envie folle de continuer. La seule certitude que j'ai, c'est de continuer. Voilà. La déception, c'est le sentiment le mieux partagé après la débâcle des Lions. La culture de la démission est un état d'esprit après l'élimination prématurée des Lions de la CAN 2012. Les Sénégalais sont très déçus de la prestation des protégés de Amara Traoré. Ils l'ont exprimé au micro de notre reporter Fatoumata Ba. Déçu par l'entraîneur, qui n'a jamais pu trouver son équipe. Même au moment des éliminations, il gagnait sans convaincre. Parce que toujours l'équipe a toujours donné des lacunes qu'il n'a jamais su corriger jusqu'au moment où l'on s'y attendait le moins. Et voilà le résultat. Ne serait-ce que pour son nom, il doit démissionner. J'étais découragé de voir la défaite devant eux. Quoi. Je leur demanderai de redoubler plus d'efforts pour faire avancer l'équipe. Et surtout pour l'entraîneur de savoir quels sont les gens qu'il faut choisir pour mieux jouer. Je pense bien que l'entraîneur il n'est pas du tout mal, mais il n'est pas tellement expérimenté pour ce genre de compétition. Je pense bien que pour ce genre de compétition, il faudra avoir un entraîneur assez expérimenté et non un entraîneur qui cherche de l'expérience. C'était douloureux, hein? Très douloureux. On fait avec, on n'a pas le choix. Je dis que pour le premier match, le classement n'était pas vraiment bon. Mais pour le deuxième, c'était bien. Moi je pense que c'est le classement quoi. Et puis les joueurs sont un peu lourds par rapport aux autres joueurs. Les autres joueurs, par exemple la Guinée équatoriale, ils sont plus vifs, ils sont plus rapides. Donc ce qui fait que pour passer les balles et tout, il y a des problèmes. Et nous en venons aux prestations du jour. La Côte d'Ivoire a battu l'Angola sur le score de 2-0. Oui, Tiyan, la Côte d'Ivoire a battu l'Angola par 2-0. Une nette domination des Ivoiriens qui vont rencontrer la Guinée équatoriale. Et ainsi, les éléphants se qualifient pour les quarts de finale de la CAN 2012 du Philippe Sagna. Philippe Sagna n'est pas encore là. On va donner. Mais absolument là. 2-1 pour le Soudan. Absolument 2-1 pour le Soudan qui se qualifie pour les quarts de finale de la CAN. Les Burkinabés sont éliminés de la compétition Tidjane. Navetan à Rosbecchio, nous rentrons chez nous. L'ASC Monaco s'adjuge le trophée. Oui, l'ASC Monaco remporte la Coupe du maire de la commune de Rosbecchio en battant l'ASC Bayré sur la marque de 2-1. La finale présidée par M. Babacar Diop, parrain de la manifestation, s'est déroulée dans le fair play et la sportivité Madindao. La musique d'un détachement de la fanfare du Prytanée militaire de Saint-Louis, suivi du coup d'envoi du parrain, et c'est parti pour la 3e édition de la Coupe du maire de la commune de Rosbecchio. L'ASC Bayré, en bleu finaliste pour la 2e fois, a encore échoué devant l'ASC Monaco, ici en blanc. À la 8e minute, Amadou Sow exécute un coup franc excentré. Il lobe le mur et trompe le gardien. 1-0 pour Monaco. À la 40e minute, Mbaye Diop du même club aggrave la marque, portant le score à 2-0. 3 minutes après la pause, l'ASC Bayré réduit le score, mais ne reviendra pas à la hauteur de son adversaire malgré des assauts répétés. Devant un public dont l'entrée était libre et gratuite, le maire Babacar Diop promet de rendre le stade plus fonctionnel. Mais nous avons une ambition d'embellir le stade pour la prochaine campagne en préparant l'aire de jeu, en faisant même des turbines. C'est notre souci. Nous sommes là pour contribuer au développement de la commune et prendre en charge en priorité cette jeunesse. Après la présentation du drapeau remporté par le lutteur Morbar du CSS de l'écurie Balagaï, place fut faite à la remise de diplômes et équipements à toutes les ASC. Les deux équipes finalistes recevront chacune une enveloppe avant que le capitaine de l'ASC Monaco ne brandisse la coupe. Pour être
Complet, Abdoulaye, quelques annonces. Oui, Cannes 2012, Tidjane, demain à 18h, Gabon, Tunisie, Niger, Maroc, toujours à 18h, pétanque, les boulistes sénégalais ont remporté ce week-end à Nouakchott la coupe du directeur général de la SECNA. L'équipe était composée de Ibrahim Mandaou, Samba Diakhaté Kassé de la Sokosim et Babacar Dieng de la Renaissance Pétanque de Saint-Louis. Ce concours a vu la participation de 76 équipes venues de toutes les régions de la Mauritanie. Une compétition qui entre dans le cadre de la préparation des prochains championnats du monde prévus en 2012 à Marseille. Nos félicitations à Jacob Ndir. Le monde sportif est en deuil avec la disparition du président Armand Ndiaye. Il était très connu dans le milieu du football et de la lutte. Nos condoléances les plus attristées à sa famille et au monde sportif sénégalais. C'était tout pour ce soir. Tiyan, merci et à très bientôt. طيف الكرم